Bonjour à tous, bonjour Thibaut, très heureux de vous retrouver cette semaine sur le plateau de BFM Business pour une émission un peu particulière de Parlons Crypto. Comment vas-tu Thibaut? Ça va très bien, merci. Alors explique-nous la thématique et le format de l'émission du jour qui est donc un peu différent. Ouais, on change un petit peu le format habituel. Donc, Parlons Crypto, vous le savez maintenant, c'est une émission qui vise à expliquer comment et pourquoi finalement les technologies de la blockchain et des cryptos vont progressivement s'incorporer dans votre quotidien. Et là, on change un petit peu le spectre. On va essayer d'aller un petit peu plus en profondeur et de couvrir un petit peu plus de périmètre où on va rentrer sur des débats de fond qui font intervenir des gens qui ont des expériences et des regards un petit peu différents. Et le premier thème qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la gamification ou la simplification du coup de la finance, parce que on se rend compte que la finance a beaucoup évolué, que les codes ont beaucoup évolué, que la façon la génération les aborde plus non plus de la même manière. Et je trouvais que c'était un sujet hyper intéressant à traiter. Et donc c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Ouais, donc pour inaugurer ce format, on s'intéresse donc à ce phénomène qui croît, qui est celui de la gamification de la finance. L'accès aux produits financiers va donc se retrouver largement facilité via les téléphones, via les jeux, etc. On aura largement le temps d'aborder tout ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on reçoit aujourd'hui Mathias Bacchino, c'est comme ça qu'on dit? Bacchino, oui. Bacchino, ouais, qui est le directeur de Trade Republic pour la France, et Julien Enrodias, qui est le CEO de Descoin, qu'on avait déjà accueilli chez Parlons Crypto. Bonjour messieurs. Alors, un sujet d'usage ou un démarrage d'usage dans l'émission, je voudrais en connaître un tout petit peu plus sur votre parcours respectif. Qui commence? Allez Mathias. Moi, je suis un banquier repenti. Ouais, toi aussi? Ouais. Moi aussi. Donc, initialement, j'étais diplomate. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an pour le ministère des Affaires étrangères au Kirghizistan, en Asie centrale. D'accord. La fonction publique. Alors, si vous pensez que la finance centralisée, c'est vieux, Ouais. il y a la fonction publique, c'est un autre game. Et donc, en fait, l'administration, c'est très compliqué de pouvoir mener des projets à bien, de pouvoir faire avancer les choses vraiment. Et donc, j'ai arrêté et j'ai fait de la finance. Faut Ouais. peut-être la gamifier. En tout cas, il faudrait commencer par la simplifier, ouais, c'est sûr. Mais ensuite, j'ai passé 7 ans en salle des marchés, donc chez BNP Paribas, où j'ai travaillé pendant 7 ans. J'ai commencé en salle des marchés 1 semaine avant la faillite de Lehman Brothers en 2008. Sympa. Donc la semaine où les traders ne se disaient pas à demain pour ne pas se porter la poisse au cas où demain, il n'y a pas de demain en fait. Et ensuite, donc j'ai quitté cet univers pour aller dans la distribution de produits financiers. J'ai rejoint une banque en ligne hollandaise, donc une fintech de la première vague des années 2000, qui s'appelle Bink. Et on a été racheté, je suis parti et Trade Republic m'a appelé. Donc je suis passé de la salle, on va dire, je suis passé de la diplomatie à l'une des principales scale-up en Europe. Et c'est des environnements de travail radicalement différents. J'ai l'impression de m'hybrider petit à petit. Je connais bien le phénomène. Julien? Alors moi, parcours assez différent. On va dire 100% natif crypto. J'ai commencé en 2016 du coup dans l'écosystème et je suis arrivé en 2017 de manière un peu plus professionnelle du coup avec Meria, donc ex Just Mining. Et en parallèle, on avait cofondé avec Owen Simonin Descoin, qui est une société d'investissement, donc d'achat et de vente de crypto-monnaies régulée en France sous le statut PSAN que j'imagine vous avez souvent débattu ici. Alors, historiquement, la finance était réservée aux financiers, si on remonte dans le passé. Ce temps, Tu veux dire l'année dernière? en tout cas, dans notre perception des choses à notre génération, il semble révolu. Et le premier sujet que je voulais aborder, c'est finalement comment ça s'est passé. Et là, du coup, c'est plus à toi, Mathias, et à Stéphane aussi que je vais m'adresser. C'est comment vous avez perçu l'évolution du monde de la finance sur les dernières années, l'arrivée des scale-up dont tu as parlé, qui ont bousculé un petit peu les codes, les frontières qui ont tombé avec la digitalisation et maintenant la blockchain qui change aussi encore des nouvelles choses. Voilà, vos témoignages un petit peu sur ce premier sujet. En fait, Mathias. c'est un peu un télo, donc je vais utiliser des mots, voilà. Mais en fait, on assiste depuis l'émergence des réseaux sociaux, donc on va dire fin des années 2000, on assiste à une horizontalisation du monde. Donc, c'est-à-dire que de manière générale, les rapports de pouvoir, les rapports humains entre celui qui sait, celui qui fait, ont changé. Et donc, il y a une perception beaucoup plus forte du fait que chaque personne est capable de. D'accéder au pouvoir Voilà. et d'accéder à la connaissance. Exactement. Et donc,
avec cette horizontalisation-là, eh ben, on a réussi à faire évoluer une structure qui est parmi les dernières à évoluer dans la société en général, qui est la finance. Et donc, au-delà de la finance, de plus sclérosé, vous avez la sphère publique et vous avez la politique, qui est peut-être l'étape ultime, quoi. Mais on va dire qu'on ait réussi à horizontaliser, à rendre plus transparent, à rendre plus démocratique la finance. Franchement, c'est un exploit quand on voit d'où on part il y a 10 ans. Donc, pour moi, c'est vraiment Internet et les réseaux sociaux qui ont petit à petit fait évoluer l'ensemble de notre consommation et qui arrivent aujourd'hui, enfin, à la finance. Et donc, on est au début d'une vague de fonds qui est une vague d'individualisation de la prise en main de son argent, hein, au sens large du terme. Et ça commence par les jeunes. Et petit à petit, par capillarité inversée, ça remonte dans la société. Je partage assez bien le point de vue. En fait, c'est assez rigolo, mais d'abord, ce que tu dis est absolument juste et ça se voit dans le monde entier. Mais comme de temps en temps, ça arrive, mais pas sur tous les sujets, Dieu merci, en France, on a un peu de retard. Et ce retard en France, il est très essentiellement dû à l'existence d'un produit financier qui était extraordinaire et unique au monde, qui était celui des fonds en euros. En France, on avait un produit dont le capital était garanti et qui rapportait l'inflation plus 1%, 2%, 3%, etc. Pourquoi diable aller chercher autre chose que des fonds euros quand on a un produit qui rapporte du pognon et dont le capital est garanti? On parle de 8% de rendement dans les années 90. Bien sûr, c'était un truc extraordinaire. Très solide. Et en plus, ça finançait la dette de l'État et ça enrichissait les banquiers et les assureurs. Donc, finalement, ça cochait toutes les cases. Pendant toute la période de baisse de taux, on continue à s'enrichir par ce biais. Et puis, il y a un moment où ce produit devient toxique parce que ce qu'il y a dedans ne rapporte plus rien. Et puis, quand on est en période de hausse de taux, les obligations se pètent la gueule. Et, à mon avis, ce produit va avoir un sujet. Donc, ça fait un moment, depuis la loi Sapin 2, qu'on fait comprendre aux particuliers qu'il faut qu'ils changent de support d'investissement. Et donc, que petit à petit, on va essayer de les ouvrir sur autre chose. Alors, dans un premier temps, on les ouvre à d'autres formes de SICAV et d'OPCVM. Donc, en fait, on leur dit, foutez votre pognon là-dedans et posez pas de questions, vous verrez, ça fera des petits. En fait, ça ne fonctionne pas très bien parce qu'il y a énormément de frais et ça coûte très cher à entretenir. Et puis tout d'un coup, il y a un nouveau système d'investissement qui apparaît, qui sont les cryptos, qui fonctionnent plutôt bien, dans lesquels il n'y a plus d'intermédiaires, pas de frais. Et là, il y a des gens qui s'engouffrent là-dedans et qui font effectivement de leurs investissements. Alors, avec plus ou moins de succès, mais c'est là probablement qu'en France, on trouve cette inflexion extraordinaire de « je me réapproprie mes investissements, je ne suis pas neuneux, je suis capable de gérer mon risque par moi-même ». Là aussi, de temps en temps, avec plus ou moins de succès. Mais pour moi, l'histoire de cette horizontalité dans la finance, elle vient de là. Ouais, donc, selon vous, il y a deux sujets. Il y a d'abord une évolution générationnelle, du coup, et une évolution aussi des outils et des supports, finalement, qu'on a à disposition pour s'approprier tout ça. En fait, si je peux juste récapituler un point qui me tient à cœur, parce que c'est un sujet vraiment important. Il y a beaucoup de forces contraires. Et il y a une force contraire qu'on sous-estime totalement parce qu'elle n'est pas visible dans la société, mais qui est réelle. Moi, j'y suis confronté au quotidien depuis 2 ans. C'est le lobby des banques et des assurances, en France, mais aussi ailleurs en Europe. Et ce lobby est très puissant, beaucoup plus que ce on s'en rend compte dans notre écosystème. J'imagine que vous, dans l'écosystème crypto, vous y êtes confronté aussi. Ouais. Mais c'est très puissant parce qu'il y a 2% en moyenne de frais prélevés tous les ans en France sur 5 000 milliards d'euros d'épargne des gens. Donc, l'enjeu... Nous, on le chiffre à 4,5. C'est-à-dire 1 sur l'enveloppe contrat d'assurance vie, 2,5 sur les SICAV qui sont dedans, plus un peu de frais qui se baladent. Je suis volontairement raisonnable pour ne faire l'objet d'aucune attaque possible. C'est-à-dire que 2% sur 5 000 milliards d'euros tous les ans, c'est pas une industrie, c'est pas un service, c'est un hold-up. Et ça fait 50 ans que ça dure. Donc, quand vous avez un état de fait pareil, une rente pareille qui existe, et que vous avez en face une population qui est dans son adolescence financière, on pourrait dire, eh ben, vous avez le peuple qui veut des choses, qui veut quoi? Pas de frais, la transparence, la simplicité, la confiance. Et en face, toute une profession qui lui dit
restez des enfants. Nous, on sait faire. C'est vachement dur. Faites-nous confiance. Donc, c'est pas simple. Hein. Ah ouais, clairement. Ça se joue aussi dans l'émotion de chacun. Donc, c'est une évolution sociétale. Mais face au lobby, ce sera dur. Et c'est ce qu'on disait, donc pour rebondir sur la partie horizontalité que tu as décrite en parallèle, toi, ton témoignage, du coup, il sera différent parce que nous, c'est vrai qu'on a grandi, on est d'une génération où bah, on est déjà habitué à ça. Ouais. C'est-à-dire que pour nous, on a des logiques d'inclusion, d'accessibilité, de simplification qui sont dans les codes naturels. Et si ça l'est pas, c'est bizarre pour nous. C'est vraiment le paradigme inverse. Si tu veux rebondir Non, là-dessus, c'est parce qu'en c'est plus, ça. on Je vient de me- la crypto, nous, donc c'est encore plus fort. Exactement. Enfin, on est né dans ce monde où il était par essence digitalisé et on a aussi une génération qui est quand même très portée sur les jeux vidéo. Donc au final, peut-être que la crypto-monnaie, ça fait sens. On a toujours évolué avec une monnaie virtuelle quand on jouait, quand on était jeune. Donc au final, se dire que demain, notre monnaie, elle est potentiellement virtuelle, bah, c'est quelque chose qui fait sens. Et c'est toujours là où c'est un peu plus compliqué avec des générations au-delà de 40, 50 ans, où on leur dit que bah, notre monnaie demain, elle est potentiellement digitale. C'est quelque chose qui est impensable. On pense à de l'espèce physique, on pense à du gold. Et donc, c'est comment est-ce que en fait, cette scission qu'il existe entre les deux générations, elle est en train de se lisser, comme ce qui était expliqué, parce qu'en fait, nous, par essence, on va utiliser des applications, on va avoir cette accessibilité, et donc, du coup, on se rend compte qu'on a quand même un usage et on va dire une démocratisation de la finance qui arrive de plus en plus avec toutes les super apps qui existent aujourd'hui. Et donc, c'est, je pense, quelque chose de très générationnel et pas forcément dû à ce côté lobbyisme que nous, on n'a peut-être pas vu. On est peut-être encore trop jeune par rapport à ça pour comprendre ça, ou même la situation de la crise de 2008 où on nous parle souvent que les crypto-monnaies ont été créées par rapport à ça, en scission avec ce qui s'était passé. La réalité, c'est qu'on n'a pas encore assez de recul. Mais peut-être la vraie question qu'on aura, c'est est-ce qu'avec ce qui se passe en ce moment, avec l'hyperinflation, avec les taux d'intérêt, bah, peut-être que c'est à ce moment-là où on va commencer à réfléchir à qu'est-ce que sera la finance de demain, on va dire. Alors, tout ça, c'est deux notions un peu différentes, mais est-ce que tu imagines que la gamification de la finance, qui est le thème de notre émission du jour, quand moi j'étais môme, c'était le Monopoly et la bonne paye. Aujourd'hui, on a quand même fait un peu de progrès, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça va devenir plus facile de s'approprier l'univers de la finance que de jouer au Monopoly ou à la bonne paye. Et est-ce que vous pensez que des effets ou des événements comme la crise de 2008, parce que du coup, nous, on l'a pas vécu, enfin, en tout cas, pas de l'intérieur, et pourtant, j'avais l'impression que ça a été un marqueur pour notre génération de défiance envers le système traditionnel, et que nous, en fait, on se dit, bah, ça a déjà existé, donc nous, de toute manière, laissez-nous tranquilles avec vos trucs, nous, on fait nos trucs de nos côtés. Je pense que l'essentiel pour la population générale et l'opinion publique, l'essentiel de la crise de 2008, c'était un problème de transparence. C'est-à-dire que Mm. on n'y comprenait rien. C'était d'une complexité sans nom ce qui se passait. Il y avait des couches et des couches et des couches et des couches de produits financiers. Et donc, l'énorme différence entre le système centralisé vertical et la blockchain, c'est la transparence. Mm. C'est-à-dire que tu ne peux pas te cacher dans une blockchain. Mhm. Et donc, forcément, en fait, moi, je trouve que c'est la réaction à la crise de 2008, ça a été la transparence, surtout. Alors, c'est intéressant parce que dans la gamification à laquelle on est confronté aujourd'hui, il y a une autre forme d'opacité qui arrive et qui, moi, m'amuse et m'intéresse énormément. Quand, au lieu d'aller mettre de l'argent sur des pools de liquidités, on peut aller sur Aavegotchi ou on peut aller sur DeFi Kingdom et que finalement on achète un Tamagotchi et qui va se valoriser avec le temps et qu'on n'a pas la moindre idée parce qu'on n'a pas compris dans quoi est-ce que ce Tamagotchi allait être investi, c'est-à-dire en fait des pools de liquidités sur Aave, finalement on a recréé la SICAV. C'est-à-dire qu'on a remis un blob, on a remis un personnage dans lequel on investit sans bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc finalement, la nature a horreur du vide, mais on a réinventé le produit financier. Peut-être à la seule différence, c'est que du coup, vu que c'est sur la blockchain, c'est potentiellement vérifiable. Donc, c'est-à-dire ce côté opaque qu'on a sur la DeFi, on a la capacité potentiellement technique d'aller chercher ce qui se passe derrière en sous-jacent. Toi, tu es en train de m'expliquer que les audits des Big Five sur les SICAV dans lesquels on investit ne sont pas forcément complètement transparents? Non, mais pour autant, l'information, elle est peut-être pas aussi disponible que ce qu'on pourrait trouver sur la blockchain. Absolument, c'est pas instantané. Exactement. Ouais. Alors que là, si je fais l'effort, je peux savoir dans quoi je suis investi. Mais C'est rigolo de voir qu'on a recréé le même phénomène. Enfin, moi, c'est vrai, on est très heureux de voir ce phénomène. Je pense, toi comme moi, ça va évidemment dans la bonne direction, parce qu'il y aura moins de frais, l'argent sera mieux utilisé, mieux employé. Mais il y a quelque chose qui me fait, c'est vrai, sourire parfois, c'est que les crypto-natifs,
Je ne sais pas comment vous vous appelez, mais moi j'appelle ça les crypto-natifs. Moi, je ne suis pas exactement un crypto-natif. On est nés à nouveau, nous, avec cet écosystème. Mais Ouais. les crypto-natifs, en fait, très souvent, réinventent des mécanismes qui existent Non, dans la finance c'est ça. depuis toujours, mais qui ont des noms différents. Et ce qui est sûr, c'est que c'est plus transparent. Ça, c'est clair. Mais Mais- voilà, Je on pense- réinvente le fil à couper le beurre quand même. Je pense que assez souvent. c'est le support en fait qui est différent, mais en effet, les produits financiers restent sensiblement les mêmes. Enfin, on n'a pas réinventé Mais tu réinventes l'épargne. pas grand-chose. En fait, c'est souvent des choses qui sont dupliquées, mais simplement avec un support différent. Et donc, il y a effectivement quelques features qui vont peut-être changer. Mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de produits financiers nouveaux qui sont apparus avec la blockchain aujourd'hui, hein. Et la plupart du temps, les nouveaux, on va dire, instruments financiers qui existent, qui se créent, c'est la plupart du temps des produits financiers qui sont ultra complexes. Et on le voit par exemple avec le fait d'avoir gamifié en fait toute notre expérience sur le trading ou des choses comme ça. Bah, on est arrivé aujourd'hui, en fait les produits dérivés, les effets de levier, c'est devenu presque normal dans le monde de la crypto-monnaie. Alors que pour autant, bah, sur la finance traditionnelle, c'était quand même réservé à une élite. Et c'est ça aussi le danger qu'on peut avoir par rapport à ça. Il y a un phénomène intéressant d'ailleurs, c'est qu'on duplique aussi beaucoup parce que la régulation nous oblige à dupliquer. C'est-à-dire qu'en Tout à fait, fait. on est en train de dupliquer des codes. Mm. On le voit bien avec les différents statuts de PSAN qu'on va avoir. On va avoir des dépositaires, on va avoir des gestionnaires, on va avoir des gestionnaires pour compte propre, on va avoir des gestionnaires pour compte de tiers. Et dans 2 ans, on sera exactement arrivé dans l'univers de la gestion des actifs crypto en termes d'infrastructure, à là où on est aujourd'hui sur les actifs financiers traditionnels, et probablement avec la même couche de frais. Mais elle sera transparente. Je ne suis pas certain qu'il y ait la même couche de frais. J'aimerais bien. C'est quand même... parce qu'on parle de gamification. Il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a l'accessibilité, Mm. il y a la simplification des processus, et il y a la gamification au sens propre. La gamification, je pense qu'aujourd'hui, on l'utilise beaucoup plus qu'avant comme mot, mais c'est un mot qui a un sens bien précis. Et ça recouvre différentes réalités. Mais la gamification, c'est le fait de manipuler les comportements C'est ça. d'un consommateur en jouant avec les neurosciences. Le terme français, d'ailleurs, en réalité, si on veut, c'est ludification, parce que gamification, c'est le terme anglophone. Et donc, c'est l'utilisation des mécanismes de satisfaction issus du jeu, donc des neurosciences, pour faire consommer quelqu'un. Comment ça s'applique à la finance? Comment tu l'utilises tous les jours? Il y a en fait, en réalité, C'est quoi les ressorts? il y a très peu d'acteurs qui utilisent vraiment la gamification parce que c'est sensible. Est-ce que c'est le rôle d'un intermédiaire que de jouer sur la psychologie de quelqu'un avec des mécanismes des neurosciences? Donc typiquement, c'est Mais est-ce que ça n'est pas par essence? les confettis quand tu passes un trade. Ouais, mais Tu vois, les exactement. confettis Est-ce d'appareil. que ça n'est pas par essence? Parce que, est-ce que de toute façon, ce à quoi on joue toute la journée, quand il s'agit de placer son argent, c'est pas incroyablement addictif? C'est-à-dire, lequel d'entre nous, surtout dans les périodes de bull market, va pas 57 fois par jour sur son DEX ou son SEX préféré pour aller voir son exchange préféré, pour aller voir où est-ce qu'on en est de nos portefeuilles? Est-ce que c'est pas aussi une partie de la gamification? On ne faisait pas ça quand on avait des fonds euros. Entre 2 moments où on allait voir ces fonds d'une année sur l'autre, ça avait évolué d'1%. Là, il faut 12 secondes pour bouger C'est d'1%. 2 choses différentes, je crois. C'est que là, on parle de spéculation. Ce qui est addictif. Mais c'est pas la gamification. Non. En fait, la gamification est un processus marketing Ouais. pour essayer effectivement de faire consommer plus. Mais Donc est-ce que le fait qu'on essayer me de les laisse, emmener vers là. est-ce que le fait qu'on me laisse spéculer, ce qui n'était pas le cas avant, où c'était plus difficile d'accès, finalement, c'est pas une façon pour moi de mettre le pied dans la gamification et de me retrouver avec des décharges d'adrénaline que, sincèrement, j'avais pas avant quand j'utilisais mes produits financiers. Est-ce que c'est pas l'usage même de la finance qui est en soi une certaine forme de jeu? Dangereux d'ailleurs, hein. En fait, pour moi, j'ai observé vraiment ces 2 dernières années 2 phénomènes conjoints dans la société en France et qu'on a du mal à différencier. Il y a d'un côté une vague, une mode, une vague spéculative. C'est-à-dire la volonté de spéculer. Et c'est valable sur les cryptos, c'est valable aussi sur les meme stocks, les actions les plus populaires, etc. En ce moment, c'est Bath, Bed and Beyond. Je ne sais pas pourquoi cette action-là. Bref. Donc, ce goût spéculatif qui a émergé avec le Covid. C'est Reddit. C'est le goût spéculatif. Ça, en volume, fin 2021,
ça s'est vachement calmé. C'est-à-dire que les volumes de trading spéculatif dans le monde ont commencé à vachement baisser avec la sortie progressive du Covid. Donc, mais en parallèle, on assiste aussi à une lame de fond qui va durer 30 ans, elle, qui est celle de l'individualisation de l'investissement. C'est le DCA, c'est toutes Les ces intérêts composés, c'est en voilà, fait qu'on toutes commence. ces nouvelles manières de faire, d'investir à long terme, de préparer sa propre retraite. Enfin, on a des millions de clients en Europe chez Trade Republic qui ont en très grande majorité moins de 35 ans. 72% d'entre eux utilisent Trade Republic pour préparer leur retraite. Ça, c'est une lame de fond, c'est un changement de société. Et ça va intégrer la blockchain comme technologie support. Parce que cette génération-là, elle veut de la transparence, de la rapidité, de la sécurité. Mais tu as raison, l'usage des robots advisors, notamment, est aussi une lame de fond extraordinaire. Oui. C'est-à-dire que tous ces Slashaway, etc., dans lesquels tu vas mettre ton pognon en DCA, est quand même une forme extraordinairement facile d'aller gérer ton propre argent et contourne énormément de gérants et de gestion. Ça, c'est la dimension d'accessibilité. Absolument. Ouais, ouais. On a rendu la finance accessible. Et C'est-à-dire ludique, parce que c'est rigolo à voir évoluer. c'est ça qui est difficile, c'est que je pense que rendre accessible, tu vois, l'appli Trade Republic, mais il y en a plein d'autres, hein, c'est hyper sobre. C'est simple, c'est compréhensible. La gamification, en revanche, le fait d'ajouter des éléments de reward psychologique pour les gens, pour qu'ils se sentent bien et qu'ils aient cette décharge d'adrénaline et qu'ils aient cette addiction ensuite, ça, pour le coup, il y a très peu d'acteurs qui le font vraiment. Dans la crypto, Et ceux qui l'ont fait sont en train Revenir en arrière. de revenir en arrière parce que brûler des clients parce qu'on les a rendus addicts à un truc qu'ils savent pas faire, ça s'appelle des CFD, ça a été fait pendant très longtemps dans la finance traditionnelle. C'est des produits qui sont désormais interdits dans plein de pays en Europe et ça a brûlé pendant les années 90 et surtout toutes les années 2000 des dizaines de milliers de petits porteurs qui sont tombés là-dedans, gamifiés, addicts et qui ont tout perdu. Mais sur ça, dans la crypto, il y a un truc qu'on voit souvent, c'est des espèces de simulateurs où on te dit si tu avais investi tant en telle année sur du Bitcoin, tu aurais gagné tant. Et ça, c'est mis en avant. Et ça, pour moi, c'est de la gamification et c'est effectivement assez toxique en fait, parce que ça te fait baser sur des trucs qui sont faux et ça va t'engager sur une prise de décision à partir de quelque chose qui est pas réel en fait. Et on le voit aussi pas mal sur les applications qui sont aussi dans la finance traditionnelle. Enfin, sans citer de nom, il y a quand même pas mal de services qui aujourd'hui proposent de simuler avec un capital de départ qui est, on va dire, fake, qui a un faux capital, de simuler son investissement ou simuler des trades pour voir un peu si ma stratégie, elle fonctionne ou pas. Donc c'est aussi ça, je pense, via ce genre de module de simulation, où on a réussi à démocratiser aussi un peu plus l'investissement, parce que des personnes qui n'avaient pas les moyens initiaux d'investir, en se disant, voilà, je suis obligé d'investir 10 000 euros pour pouvoir avoir accès à ce type de support, ce type d'investissement, ils se sont rendus compte qu'en fait, peut-être avec une stratégie à 10 euros, je suis quand même capable de doubler mon capital et peut-être d'arriver à 20 euros. Donc c'est aussi ce type d'instruments et de mécanismes qui ont permis de rendre un peu plus accessible la finance aujourd'hui. Mais le Et c'est compte- et c'est nécessaire. Ouais, mais le compte de démo, il a toujours existé. Et pour moi, il y a un pont entre la finance traditionnelle et les cryptos, c'est le poker en ligne. Ça a quand même énormément... J'ai pas vu euh, venir celle-là. Il y a dans les années 2000, énormément de jeunes qui sont mis à jouer des jeux d'argent, à miser de l'argent et qui finalement jouaient au poker pour arrondir leur fin de mois ou perdre beaucoup d'argent. Mais finalement, cette notion de gamification, elle est arrivée avec les sites de paris sportifs et avec le poker bien avant les cryptos. Et elle marque un vrai virage, c'est-à-dire que les gens, ils mettent de l'argent sur des sites de poker, ils jouent avec cet argent, ils espèrent gagner leur vie avec le poker. Peu y arrivent, mais peu y arrivent aussi en trading. Et finalement, il y a une génération intermédiaire qui est presque la mienne, ils sont un poil plus jeunes, mais qui ont commencé à mettre leur argent sur Internet pour essayer de gagner de l'argent sur Internet avec le poker. Et ça a quand même duré 15 ans. Mais complètement. Et alors là, je te rejoins à 100%. Quand on le voit aujourd'hui, les Winamax, les BetClick, qui en fait aujourd'hui ont poussé une gamification ou Absolument. peut-être l'accessibilité, pour prendre le même parallèle avec l'investissement aujourd'hui. Et c'est aussi ça le danger. Je crois que c'était en fin d'année dernière, le FCA, donc, qui est le régulateur au UK, a sorti une étude qui mettait en perspective justement les dangers de la gamification par rapport à des États et des comportements de betting. Donc en gros, ils se rendaient compte que
plus l'actif était volatile, plus les personnes avaient une attitude et un comportement qui était de betting par rapport à cet instrument financier. Donc c'est un peu aussi ça le danger, et c'est aussi pour ça que on a de plus en plus, comme tu le disais, des régulateurs qui font attention à cette gamification, parce qu'en fait, on peut vite tomber dans le mauvais côté du gaming, et je pense que plus ça va aller, plus on va arriver avec des régulateurs qui vont imposer les mêmes règles en termes de communication. On le voit dans toutes les pubs quand il y a la Coupe du Monde, faites attention avec les risques, etc. Je pense que ça va arriver très vite sur les acteurs financiers, même si ça existe déjà en grande partie, mais peut-être de manière un peu plus intense, parce que l'accessibilité de ces plateformes de betting, comme les plateformes de crypto-monnaie, pousse les gens à... Et je pense que ça, c'est un effet générationnel aussi, parce qu'on a normalisé le fait que des influenceurs viennent très rapidement riches, que nous, on a envie d'être riches du jour au lendemain, alors qu'à l'époque de nos parents, on était plutôt, voilà, ta fortune, elle va se faire sur les 10-15 ans, et nous, on est plutôt dans le côté C'est instantanéité. l'illusion de l'argent facile. Exactement. Ouais. Et c'est très dangereux, et c'est probablement le revers de la gamification. C'est ce à quoi il faut faire attention, ce que tu disais tout à l'heure. Attention, ça rend addictif, Bien sûr. on revient en arrière très fort, ça déresponsabilise, mais c'est finalement une tentation qu'on a tous. C'est comment est-ce que je peux devenir riche vite. Mais Après, même pour rebondir à ça et par rapport à ce que tu disais avant, c'est qu'aujourd'hui, et puis là, en plus, on est en plein dans le sujet avec les retraites, c'est qu'aujourd'hui, notre génération, elle a aussi conscience que bah, si on veut préparer la suite, on est obligé de compter que sur nous-mêmes, en fait. On peut pas... Pas que, mais pas beaucoup que, sur mais en vous-même. tout cas, on n'a pas suffisamment de garanties de par le système, donc il faut qu'on trouve des alternatives. Donc je crois que c'était votre étude où il y a plus de 2 tiers des gens qui disent on doit investir, mais par contre, la problématique, c'est que ça nous paraît compliqué, on ne sait pas comment le faire et on n'a pas d'éducation financière en parallèle. Donc il y a un espèce aussi là de paradoxe qui se crée, qui disent on doit y aller, mais on ne sait pas comment. Et puis, de notre côté, on nous active avec plein de choses et du coup, souvent, il faut malheureusement se prendre un mur pour dire ah, c'était pas ça la bonne manière et du coup, je vais le refaire différemment. En fait, il y a un endroit où la gamification pure, hein, c'est-à-dire les neurosciences, le fait de manipuler l'esprit des gens et tout, ça va être super utile dans les 2-3 ans qui viennent, à mon avis. C'est l'éducation financière. Ouais. Parce qu'en fait, on a mis, pas nous, hein, mais Internet, les réseaux sociaux ont mis un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que on a tout rendu accessible très vite. Au même titre que très vite, on a créé Uber. Enfin, tu vois, très vite, ça a été accessible à la masse, hyper large, hyper facile, hyper disponible, etc. Mais on n'a pas donné aux gens les clés pour s'en servir. Et ça, c'est pour ça que je dis, la meilleure réforme des retraites qu'on puisse faire en France, c'est des cours d'éducation financière pour tous en 3e. Ouais. Où on apprend les intérêts composés, la gestion d'un budget, la gestion de la dette, l'importance des frais à long terme, des bases. 3% de frais par an pendant 10 ans, c'est 45% de performance en moins. C'est toute la différence entre faire de la plus-value ou pas en faire. Exactement. L'intégralité de la plus-value va dans la poche de l'émetteur du produit financier. C'est quand même... C'est lunaire. Et c'est la vraie pour ça que je différence parle du entre la gaz du France et ciel. le Royaume-Uni ou la France et les États-Unis. C'est-à-dire que là, il y a une régulation qui s'est opérée par le marché. Les gens ont une éducation financière. Ils font attention aux poches, le frais. Et là-bas, on bosse avec des ETF. Et on ne bosse pas avec des fonds communs de placement. La différence entre les deux, c'est 2,5% par an. Heureusement qu'il y a 2 fois plus d'investisseurs en ETF en France cette année que l'an dernier. C'est déjà mieux, mais voilà, il y a encore du chemin à Il y a faire. encore beaucoup de chemin à faire, absolument. Et au-delà de ça, étant donné qu'il n'y a pas d'éducation financière et que les gens veulent quand même y aller, il y a un autre problème qui se pose, c'est que d'un côté, il y a des gens qui ont peur, et de l'autre côté, il y a des gens qui y vont. Et dans ceux qui y vont, on a vite tendance aussi à surestimer ses capacités. En tout cas, nous, dans la crypto, c'est quelque chose qu'on observe, et on voit beaucoup de gens qui... Alors, si la personne, elle a tendance à s'emballer et se dire « je suis trop fort » et faire ses bêtises de son côté, tant pis pour elle, j'ai envie de dire, c'est dommage, mais c'est pas. Mais là où c'est plus problématique, c'est qu'il y en a qui se disent en 6 mois, j'ai fait 200% de pertes sur les cryptos. En même temps, le marché a fait 200, donc c'était pas hyper compliqué. Mais je vais me permettre de donner des conseils autour de moi. Et c'est là où ça peut devenir dangereux aussi. Mais en fait, je pense que le problème de la gamification, il est sur ce qu'on parlait juste avant. Le problème de la gamification, c'est l'éducation financière. Parce que la gamification, elle est pas mal, enfin, elle est pas mauvaise, mais pour autant, c'est parce qu'on n'a pas cette éducation financière de base qui nous permet de dissocier ce qui est vraiment gamifié de ce qui est plutôt raisonné. Et la base on va dire, d'une éducation financière sensée, c'est d'avoir une stratégie avant de commencer à investir.
Et cette stratégie, on peut l'apprendre uniquement si on a une certaine notion, si nos parents en fait, nous ont éduqués sur cette partie-là, parce qu'en effet, on ne l'apprend pas à l'école et je pense que c'est typiquement quelque chose qui devrait être sous des réformes de l'éducation nationale, d'insérer ça potentiellement dès la troisième. Et C'est pas gagné, hein. oui, c'est pas gagné. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on reparle de l'horizontalité, où on se dit qu'avant, les personnes qui avaient accès à cette finance-là, c'était la plupart du temps des CSP+, ou des familles aisées. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que potentiellement, avec cette éducation financière qui serait standardisée, ça permet à toutes les classes de potentiellement s'y intéresser, forcément avec un capital qui est différent initialement, mais qui donne quand même les outils pour potentiellement arriver sur quelque chose d'assez intéressant en termes d'investissement. Il y a 3 gaps très forts à combler dans la finance. Il y a un gap générationnel, puisque les boomers, Me regarde pas. quand tu dis j'ai ça. rien dit, Non, me regarde pas. mais quand tu dis ça. néanmoins, les boomers ont financièrement une vie qui est beaucoup plus facile que les générations suivantes. Donc il y a une injustice générationnelle qu'il faut corriger. Ensuite, il y a un énorme gap de genre. Il y a 15% des investisseurs qui sont des investisseuses, alors que les retraites des femmes sont significativement plus faibles que celles des hommes, qu'elles sont veuves 10 ans avant, et qu'elles ont des carrières hachées. Donc, celles qui ont le plus besoin d'investir, c'est celles qui le font le moins. Et en plus, elles investissent significativement mieux à long terme que les hommes. Donc, on se prive d'une ressource. C'est-à-dire, celles qui en auraient le plus besoin, qui gagneraient le plus avec, le font pas. Et qui Donc, le gère le plus intelligemment. Et tu as Exactement. parfaitement raison. Exactement. Donc, c'est un vrai sujet. Et ensuite, il y a un gap social, puisque l'éducation financière, c'est 15% de la population en Europe. Ce n'est que intrafamilial. C'est-à-dire, c'est les familles aisées qui apprennent à leurs enfants à mieux gérer. Et donc, il y a ces 3 gaps-là. La blockchain, elle est inclusive. C'est bien la première fois que je viens sur un plateau parler finance et que la personne qui m'invite prononce le mot inclusion. Ça n'est jamais arrivé, une seule fois, ça ne m'est jamais arrivé. Et donc, pour toi, c'est parfaitement naturel. Oui, c'est ça. Voilà, donc ces 3 gaps-là, il faut les combler. Et on les comblera petit à petit en hybridant, moi je crois, vraiment en hybridant les modèles. Et petit à petit, garder des éléments de réglementation, parce que ce qui s'est passé avec FTX, c'est quand même pas acceptable. Donc garder de la protection, mais aussi garder de la transparence, peu de frais, etc. Donc c'est un moment, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve qu'on est dans la période la plus passionnante. Quand tu travailles dans les services financiers, ce qui se passe en ce moment, c'est un changement mais profondément radical. Pour moi, c'est passionnant. C'est vraiment très excitant. Je partage tellement ce point de vue que je propose que ce soit une très jolie conclusion à cette émission. Thibaut, tu avais quelque chose à nous rajouter ou une dernière question? Non, merci. Si on est short en termes de timing, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. On pourrait débattre encore longtemps. On fera peut-être un deuxième volet s'il y a de l'intéressement. On essaiera de convier une autre personne qui a malheureusement pas pu se joindre à nous pour étayer encore un peu plus le sujet sur l'éducation financière. Mais hyper intéressant. Bon, on arrive donc au terme de cette émission. Merci beaucoup Mathias et Julien de nous avoir rejoints, de nous avoir fait confiance pour ce nouveau format de Parlons Crypto. Si vous a intéressé, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Dans ce cas-là, on recommencera de temps en temps à vous proposer ce nouveau format. Si vous avez des sujets intéressants que vous aimeriez nous voir traiter ou des personnalités de l'écosystème que vous aimeriez nous voir inviter, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire et surtout, n'hésitez pas à nous dire que vous avez aimé cette émission. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.